chérie, en écho à cette belle exposition qu'on a eu plaisir à accompagner, qui connaît un réel succès au Musée national Palais de la Porte Dorée, Musée national de l'histoire de l'immigration. Et si vous la visitiez, vous pourriez découvrir que la question sociale devient la question urbaine, évidemment, au cours du XXe siècle, et qu'il y a aussi, évidemment, un enjeu majeur qui est celui, qui est lié, bien sûr, à la thématique du bonheur en banlieue, qui est celui de loger le peuple de Paris, le peuple de ce grand Paris, qui prend forme au tournant du XIXe et XXe siècle, et qui va, bien sûr, être incarné par quelques figures tutélaires, dont celle d'Henri Sellier, qui nous réunit aujourd'hui. Peut-être avant de parler d'Henri Sellier, hein, que j'ai découvert dans le cadre il y a un certain temps, de ma thèse que j'avais intitulée « La banlieue municipale au singulier », qui soulignait à quel point ce territoire composite et ségrégué pouvait être aussi le lieu du dépassement, de l'esprit clocher, d'une représentation étroite de la vie municipale, mais qu'au contraire, derrière cette banlieue municipale, on découvrait des laboratoires du social, des laboratoires du politique, des laboratoires de l'aménagement du territoire, qui vont notamment donner forme à cette belle expérience sociale, politique, urbaine des cités-jardins. Donc peut-être situer ma parole. Moi, en effet, j'ai été formé dans un laboratoire que j'ai la chance de représenter aujourd'hui, qui est le Centre d'histoire sociale, qui, vous le savez, avait une matrice fondatrice, hein, qui est l'histoire sociale, qui est l'histoire biographique du militantisme avec le Métron, et qui a très tôt, en quelque sorte, élargi cette matrice fondatrice, cette histoire sociale des biographies militantes, également à l'histoire de leur implantation, et en particulier, bien sûr, à l'histoire des banlieues rouges, qui ont été un de mes chantiers de recherche. Donc ce laboratoire s'est très tôt intéressé à l'histoire des banlieues, dès les années 1970, autour de la figure tutélaire pour notre laboratoire, j'entends, de Jacques Giraud et d'autres historiennes et historiens comme Annie Fourcault, qui ont prolongé les apports des fondateurs, qui avaient fait de la banlieue un vrai sujet d'histoire et de recherche, en tout cas en histoire contemporaine. Donc j'ai situé simplement mon propos en rappelant ce que je dois à ce laboratoire, le Centre d'histoire sociale, qui va bientôt fêter ses 60 ans et qui, à l'origine, s'appelait l'histoire du centre du syndicalisme, avant de devenir le Centre d'histoire sociale des mondes contemporains. Donc, Henri Sellier, c'est une figure tutélaire, je le disais, du socialisme en France, mais également de la réforme internationale en particulier, puisqu'on va l'associer à l'Union internationale des villes, qui réunit toute une nébuleuse de réformateurs, mais surtout d'élus locaux, qui mesurent à quel point, dans une Europe qui est déjà traversée par de fortes tensions internationales, l'importance de penser l'avenir des villes à la bonne échelle, c'est-à-dire à celle des grandes métropoles européennes et de leurs banlieues. Donc Henri Sellier, on le découvre au milieu de sa trajectoire politique sur cette scène internationale qui renforce en quelque sorte son prestige, son aura et surtout ses qualités de praticien de l'administration municipale. Mais Henri Sellier, à l'origine, c'est, je dirais, un petit bourgeois venu du Berry, qui va en quelque sorte épouser une grande cause, hein, qui est celle du socialisme français, qui est celle de la SFIO, Section française de l'Internationale ouvrière, et qui surtout, après avoir fait des études importantes, hein, une licence en droit, mais surtout il est diplômé de l'école des hautes études commerciales, va très tôt mesurer ce qu'il entend par un service public, le service public, et en particulier bien sûr le service public le plus proche de ce peuple de France, qui est le service public communal. Et donc il va s'engager très tôt dans un parti, la SFIO, dont on sait l'importance des élus locaux, je dirais dans la conquête du pouvoir municipal. Donc d'abord à Puteaux en 1910, dont il devient l'élu,
le conseiller départemental également de cette ville de Puteaux, et il découvre un monde qui lui est totalement étranger, bien qu'il ait épousé la fonction publique, le monde de la haute administration, et pas n'importe quelle administration, puisqu'il s'agit de la préfecture de police, de la préfecture de la Seine, qui est l'héritière, bien sûr, des grands chantiers haussmanniens, hein, qui placent Paris, en quelque sorte, au cœur de la modernité urbaine, qui place Paris comme un modèle également d'urbanisation au-delà des seules limites parisiennes, et qui surtout vont conforter cette image d'un Paris hégémonique qui entend en quelque sorte coloniser. C'est ainsi que je dirais les premiers titres de presse, je pense au Journal de Saint-Denis, présentent cette relation Paris-banlieue, donc une capitale ombrageuse, hégémonique, qui entend imposer en quelque sorte son empreinte à ces territoires de la périphérie. Or, très tôt, si j'ose dire, Séville choisit son camp, de la banlieue. On l'a dit, il était élu en 1910 à Puteaux. De Puteaux, il part à la conquête en 1919 de la ville de Suresnes, dont il devient le maire de 1919 à 1941, à sa révocation sous le régime de Vichy. Et Séville va faire d'abord de son ancrage dans des territoires qui sont encore des territoires populaires, on est très loin de l'image de la banlieue bleue des Hauts-de-Seine d'aujourd'hui, mesure en quelque sorte que ces villes sont incontestablement des laboratoires. Alors, évidemment, il ne part pas de rien, c'est un héritier, et il s'appuie sur le socialisme municipal, sur ses premiers grands-maires, notamment de la banlieue parisienne, qui, en particulier Albert Thomas, vont défendre les intérêts de cette banlieue, créer une union des maires de la Seine en 1909, qui va devenir un véritable groupe de pression, si j'ose dire, réunissant toutes les composantes de ces communes de banlieue du Grand Paris, hein, qui sont au nombre de 80, et qui vont ensemble, alors que leurs trajectoires politiques sont radicalement souvent différentes, vont défendre un intérêt suburbain, un intérêt de la grande banlieue, un intérêt de la Seine banlieue plus précisément au sein de cette métropole. Et donc Séville, qui s'appuie notamment sur l'héritage de ses pères fondateurs, que sont ces premiers socialistes partis à la conquête des communes de banlieue, en s'appuyant notamment sur les liens très forts qui vont le tisser à l'autre grande figure du socialisme français municipal, qui est Albert Thomas, je venais de l'évoquer, vont en quelque sorte ensemble engager un rapport de force et rallier, je dirais, l'ensemble des maires de la banlieue à l'invention de nouvelles politiques, et nous y reviendrons certainement, à des politiques qui ont ceci d'intéressant, que ce sont des politiques qu'on qualifierait aujourd'hui de métropolitaines, c'est-à-dire pensées à l'échelle du Grand Paris, et surtout, financées par les Parisiens. Donc j'y reviendrai, puisque Séville va inventer trois formes, je dirais, de politique métropolitaine, de politique du Grand Paris, qui vont rester associées à son nom. Bien sûr, la création de l'Office public d'HBM du Grand Paris, 1915, suivi par la création de l'Office départemental du travail, qui est en quelque sorte l'invention du traitement social du chômage, si j'ose dire. Et enfin, bien sûr, un autre office qui est tout aussi important que les deux précédents, c'est l'Office départemental de lutte contre la tuberculose, l'Office d'hygiène sociale, qui va être à l'origine de la mise en réseau d'une vingtaine de dispensaires en banlieue parisienne, qui, comme les cités-jardins, seront financés par les contribuables parisiens, pour l'essentiel. Donc, Séville, je le disais, il devient un fondateur, incontestablement la figure centrale de cette nébuleuse qu'on appelle la nébuleuse réformatrice de ce début de cette après-guerre, de cette période charnière de l'entre-deux-guerres, en s'appuyant sur un héritage, je le disais, et en particulier l'héritage d'Albert Thomas. Et Albert Thomas est extrêmement intéressant. Albert Thomas, c'est fils d'un boulanger de Champigny-sur-Marne, qui devient normalien,
qui devient haut fonctionnaire, qui finira sa carrière comme directeur du bureau de l'étude du Bureau international du travail, du BIT. Et ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est qu'il est aussi maire de sa commune, de Champigny, avant Sellier. Et c'est lui qui va en quelque sorte porter cet enjeu essentiel, me semble-t-il, de professionnaliser en quelque sorte ces mairies. Et comme évidemment il arrête sa carrière politique en 1919, il passe le témoin à Henri Sellier, je dirais, de cet enjeu de la reconnaissance des banlieues qui passe aussi par la reconnaissance, nous dirions aujourd'hui, des métiers de la ville et donc la reconnaissance de ces métiers professionnels, si j'ose dire, de la ville. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que non seulement Sellier va créer, au moment de la Grande Guerre, ces grands offices que je viens d'évoquer, métropolitains, qui vont bâtir, je dirais, la première génération d'HBM du Grand Paris. Mais il devient également, Henri Sellier, le père, si j'ose dire, à la lumière je dirais, de cet héritage qu'incarnait son ami Albert Thomas, d'un autre grand chantier fondamental, qui est celui de la création de l'école des hautes études. L'école des hautes études de l'Université de Paris, qu'on appelait à l'origine l'école des hautes études urbaines, qui est créée en 1919, qui va devenir l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris en 1924, et qui va en quelque sorte non seulement faire de l'urbanisme une discipline reconnue, mais aussi un savoir pratique, ou comment finalement ces élus soutiennent une science de l'aménagement du territoire, nous dirions aujourd'hui, capable de mettre en œuvre une loi fondamentale, puisque c'est la première charte d'urbanisme française, qui est la loi de 1919 qui impose les fameux PAE, c'est-à-dire ces plans d'aménagement et d'extension des villes. 1919. Et donc c'est lié à cette intelligence politique, si j'ose dire, du fait d'être conseiller départemental, conseiller du conseil général donc du département de la Seine, maire de Suresnes, inscrit dans ces réseaux du Grand Paris et des réseaux de la ville de Paris et de ces deux préfectures, parvient à convaincre toute cette nébuleuse qui est très composite de l'importance que ce Grand Paris soutienne la création de cette école. Et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que non seulement Sellier parvient à créer cette école qui existe toujours aujourd'hui, c'est l'école c'est l'EUP, l'école d'urbanisme de Paris, qui est aujourd'hui à Gustave Eiffel, qui porte cet héritage-là. Mais il adjoint à cette école une autre école tout aussi importante, qui est l'ENAM, l'École nationale d'administration municipale. Cette ENAM, la première ENA, elle n'est pas destinée au grand corps de l'État, elle est destinée à ces petites mains de l'administration municipale qui sont, je dirais, les plus confrontées aux mutations urbaines, à cette croissance urbaine tout à fait exceptionnelle qu'est ce Grand Paris. On est à une période où on a 5% d'augmentation de population par an dans les communes de la petite couronne. Imaginez-vous la pression du nombre qui pèse sur ces maires qui s'évertuent à représenter l'intérêt de la banlieue et qui surtout s'évertuent à construire des politiques sociales qui permettent de répondre aux besoins de ces villes champignons. Eh bien, en créant l'École nationale d'administration municipale, il va professionnaliser les mairies. Et en professionnalisant les mairies, en formant donc de petits employés appelés à devenir des secrétaires de mairie, par la promotion mairie, mais également par la promotion méritocratique que représente cette école nationale d'administration municipale et cette école des hautes études urbaines, devenue l'Institut d'urbanisme de l'Université de Paris, il forme une élite urbaine. Une élite urbaine qui va accompagner notamment l'expérience des cités-jardins et qui surtout, et c'est, je dirais, un autre grand chantier d'Henri Sellier,
après la professionnalisation des mairies, c'est de renforcer les dynamiques intercommunales. Et Sellier, on ne le dira jamais assez, mais reprend le flambeau de l'intercommunalité qui, je vous le rappelle, est créée en 1890 avec cette idée qu'il est impossible de réformer la carte communale française, il est impossible de fusionner les communes, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, à défaut de pouvoir fusionner les communes, le législateur qui cherche en quelque sorte à renforcer l'assise de la Troisième République invente l'intercommunalité. Mais une intercommunalité qui est pensée pour la France des communes. Pour la France des 40 000 communes, dont plus de 38 000 sont des petites communes. Sauf que la plus belle expérience de l'intercommunalité, c'est celle qui va se forger au sein de ce Grand Paris, avec la création des grands services urbains qui sont encore les nôtres aujourd'hui, de l'électricité, du gaz, de tous ces réseaux, de l'eau, de l'adduction en eau, de l'assainissement. Sellier va aussi être, cette figure de l'intercommunalité, de l'entente intercommunale qui mesure très tôt qu'il faut absolument dépasser l'esprit clocher, les particularismes municipaux pour renforcer l'avènement de grands services urbains qui servent l'intérêt collectif. Et donc, non seulement Sellier est l'inventeur, ou celui qui va permettre une diffusion à grande échelle des cités-jardins et donc des habitations à bon marché, des centres de santé qui vont jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la tuberculose, mais en plus, il va renforcer l'intercommunalité. En fédérant l'ensemble des élus de la banlieue parisienne derrière ces syndicats intercommunaux, du gaz, de l'électricité, de l'eau, des pompes funèbres, de l'assainissement, et engager ainsi un rapport de force qui gagneront ces élus de banlieue contre ces grandes firmes qui exercent de fait un monopole. Les grandes compagnies d'électricité, de gaz, vous l'imaginez, elles ne voulaient étendre leur réseau que là où la rentabilité était. Or, où la rentabilité est assurée, c'est dans la ville dense, c'est-à-dire dans le Paris haussmannien. Qui aurait voulu étendre les réseaux à Stein ou plus loin encore dans la grande banlieue si des élus n'avaient pas en quelque sorte choisi l'union en vue de renforcer l'intérêt de la banlieue parisienne face à ces grandes compagnies qui refusaient d'étendre les commodités urbaines aux communes de banlieue. Donc, incontestablement, j'insiste sur ce rôle essentiel qu'a pu jouer Henri Sellier. Henri Sellier dans l'avènement et la reconnaissance d'un Grand Paris qu'on pourrait qualifier de solidaire, et un Grand Paris qui, bien évidemment, va être d'autant plus, légitime à reconnaître cette banlieue que nous sommes dans des moments politiques où le socialisme municipal a su faire ses preuves, en s'appuyant notamment sur tout le mouvement réformiste qui a longtemps été incarné par le musée social créé en 1894, qui va réunir ces grands réformateurs sociaux qui vont œuvrer en quelque sorte à l'avènement d'un solidarisme, donc de politique sociale, qui veille avant tout à préserver la paix sociale, parce que c'est l'enjeu. Préserver la paix sociale, c'est développer du service public qui permette en quelque sorte, de penser les plaies de la civilisation urbaine et de la croissance urbaine qui, on l'a dit, est tout à fait exceptionnelle dans ces territoires de la banlieue parisienne. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Sellier, et je terminerai peut-être sur ce point, c'est également un médiateur, si j'ose dire. Il fait de la médiation. Il reprend des héritages, on a parlé ceux de ses pères socialistes qui ont fondé le socialisme municipal. Il reprend également l'héritage du radicalisme municipal, ces radicaux. Ces radicaux, c'est ces grandes figures bourgeoises du Paris républicain qui, à l'image de Théodore Tissier, partent à la fin du XIXe siècle à la conquête de la banlieue, mais pas n'importe quelle banlieue, il s'agit de la banlieue verte, qu'ils vont contribuer à résidentialiser avec la villégiature et à transformer la villégiature en banlieue résidentielle. On a le pavillon Meulière, ces grandes demeures qui représentent cette conquête de la bourgeoisie, cette conquête de la banlieue par la bourgeoisie, qui cherche également à se ressourcer en dehors du Paris haussmannien.
Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que ces grandes figures de la bourgeoisie parisienne partie à la conquête de la banlieue pour fonder des banlieues résidentielles, ce sont les villégiateurs et non pas les gentrificateurs que nous connaissons aujourd'hui, ces villégiateurs faisant finalement à la fin de leur vie de ces banlieues leur terre de résidence, ils deviennent les élus de ces villes. Et Théodore Tissier, il est tout à fait intéressant puisque c'est le parrain de Sellier, mais c'est pas n'importe quel parrain. On l'a dit, c'est un grand bourgeois. Mais c'est un grand bourgeois qui était le vice-président du Conseil d'État et qui va être élu maire de Bagneux de 1894 à 1935 et qui va fonder des intercommunalités avec l'appui de Sellier. Et pourquoi Sellier est un passeur et un médiateur? Parce que ces radicaux et cette petite bourgeoisie assez conservatrice qui a une vision très particulière de la gestion des territoires, qui est celle du bon père de famille, assez conservatrice, où on ne fait pas de politique sociale et on pense avant tout à préserver, je dirais, les administrés d'une imposition trop lourde. Donc on ne s'engage pas, on n'investit pas dans l'avenir dans ces communes de la banlieue résidentielle le plus souvent. Et en même temps, ces élus de la banlieue résidentielle vont se rallier à la cause du Grand Paris vu de banlieue et grâce notamment à la médiation de Sellier. Et Sellier non seulement fait le lien avec cette banlieue conservatrice, cette banlieue résidentielle, mais il va également faire le lien avec une autre banlieue qui va s'enraciner à partir des années 20 et plus encore après la grande vague de 1935 qui préfigure le Front populaire, c'est la victoire des communistes aux élections municipales. Et Sellier va notamment passer le relais à une autre grande figure du Grand Paris de l'après-guerre, qui est Georges Marane. Georges Marane, je vais ici pas parler de Georges Marane, si ce n'est pour souligner que ce maire d'Ivry, de 1925 à 1965, qu'on associe, je dirais, au père fondateur du communisme municipal, dans les coulisses de la politique, parce qu'il ne pouvait pas l'assumer publiquement, reconnaît tout ce qu'il doit à Henri Sellier, donc, qui a été cet élu fondateur, je l'ai dit, pionnier, et tout en restant un homme de conviction qui, tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort en 1943, aura veillé à défendre un grand Paris solidaire.